Bonsoir à tous. Il y a deux camarades, deux de vos camarades que j'ai placés en sentinelle devant l'amphi 3 pour prévenir les retardataires de venir à l'amphi 5. Donc, on va quand même avoir la correction de les attendre. Il est 18h01, ça veut dire qu'on va commencer avec 3 minutes de retard. Mais je rappelle qu'on a dépassé de 5 minutes lundi dernier, donc on a 5 minutes de crédit. Je déteste commencer en retard pour ne rien vous cacher, mais je pense que la courtoisie exige que nous les attendions. Il y a une question qui m'a été posée par mail, à laquelle je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir, mais que la personne sache que je n'ai pas oublié la question. Je lui ai répondu d'ailleurs que j'y réfléchissais. C'est une question sur Hegel, alors c'est bien de la réflexion. À part ça, la rédaction du cours écrit avance. J'ai corrigé un certain nombre de choses dont j'étais très mécontent et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Dans la version écrite du cours, il n'y aura pas de section il n'y aura pas de section 3. La philosophie a-t-elle vocation à s'intéresser au droit? Je vais fondre ça dans la section 3, dans la section 2, je crois. La section 2, c'est qu'est-ce que la philosophie du droit? Section 1, qu'est-ce que la philosophie du droit? Section 2, la philosophie a-t-elle vocation à s'intéresser au droit? En fait, je vais fondre la section 2 dans la section 1. Et en fait, dans cette introduction générale, on a terminé les deux premières sections, c'est-à-dire la section qu'est-ce que la philosophie du droit et la section la philosophie a-t-elle vocation à s'intéresser au droit, section 2, donc que je fusionnerai avec la section 1. Il nous reste donc une section 3 que nous avions commencée, qui est consacrée à la naissance de la philosophie du droit. Euh, Savoir que si l'expression de philosophie du droit remonte à Hegel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de philosophie du droit avant Hegel. Voilà. C'était ça le thème de cette section. Est-ce qu'elles sont arrivées les deux filles? Non, pas encore. Est-ce que vous avez des questions sur les cours passés? Ça va les faire venir si vous avez des questions. Non? Tout est clair, ça m'étonnerait. Personne n'attendait, c'est bien maintenant. Les gens qui attendent vont penser que le cours a été annulé, mais c'est pas grave, de toute façon, il est enregistré. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'administration ne vous ait pas envoyé de mail individuel pour vous prévenir. Moi-même, je ne l'ai su aujourd'hui qu'à 14 heures. Donc, naissance de la philosophie du droit, on en était resté là, mais je me souviens avoir dû un peu courir la poste parce que c'était 5 minutes avant la fin du cours et je n'avais pas prêté attention et du coup, j'ai vraiment mené ça au pas de charge. Et j'ai eu l'impression, j'ai eu un vague sentiment, en même temps que je parlais, que vous commenciez à ne plus suivre du tout, quoi. Mais je me trompe peut-être, mais j'ai eu cette impression-là. Donc, je voudrais reprendre brièvement, mais pas intégralement ce que j'ai dit. Donc, d'accord, l'expression philosophie du droit remonte à Hegel. C'est le premier qui a euh, publié un livre dont la traduction française est généralement la suivante, Principe
de la philosophie du droit. En allemand, c'est plutôt ligne fondamentale de la philosophie du droit, mais peu importe. Et l'expression philosophie du droit apparaît, mais bien sûr, la discipline a précédé Hegel, et comme je disais, elle est aussi ancienne que la philosophie elle-même, mais elle n'apparaissait pas formellement comme une branche distincte dans l'arbre philosophique jusqu'à, dirons-nous, jusqu'à Kant, en fait. Kant n'a pas utilisé le terme philosophie du droit, il parle de premier principe métaphysique de la doctrine du droit. C'est le titre de son ouvrage de philosophie du droit. Premier principe métaphysique de la doctrine du droit. Je précise que dans les traductions françaises, je ne sais pas pourquoi, aucun traducteur n'est capable de traduire intégralement le titre allemand. Alors on lit principe métaphysique de la doctrine du droit, je ne sais pas, mais premier principe métaphysique de la doctrine du droit, je me contente de dire littéralement ce qui est écrit en allemand, mais apparemment c'est trop difficile pour les traducteurs. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, ça a un sens. S'il a bien dit premier principe métaphysique et pas principe métaphysique, il y a une raison, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc c'est lui le premier en fait à avoir fait, euh, disons, parmi les philosophes dignes de ce nom qui ont un système philosophique global, c'est le premier à avoir fait dans son système une place euh, indépendante, c'est pas le mot qui convient, mais une place distincte à la philosophie du droit au sein de son système global. C'est vrai qu'il y a eu des auteurs avant qui peuvent être apparentés aux philosophes qui ont écrit des ouvrages consacrés au droit naturel, mais étaient-ce vraiment des philosophes? Quand c'était des philosophes, c'était uniquement des... Enfin, je pense en fait aux représentants de l'école du droit de la nature et des genres, c'est-à-dire à Grotius et à Pufendorf. Grotius a écrit un ouvrage qui s'appelle Le droit de la guerre et de la paix, dans lequel il y a dans l'introduction et le premier chapitre les linéaments de la doctrine du droit naturel. Mais Grotius était un humaniste. Devait-il être rangé parmi les philosophes à proprement parler? Je n'en suis pas convaincu parce qu'il n'y a pas un système global de pensée chez lui, hein. C'est un juriste avant tout quand même. Il y a également quelqu'un qui s'est inspiré de Grotius et qui a développé sa pensée au XVIIIe siècle en Allemagne, qui était Pufendorf. Alors Pufendorf est plus philosophe que Grotius. Néanmoins, s'il est philosophe, il s'intéresse uniquement en fait à la philosophie morale au sens large du terme, hein. Ce n'est ni un métaphysicien, euh, ni un philosophe global comme le serait par exemple Hobbes. Donc je pense qu'on peut considérer que dans les systèmes philosophiques, le premier vraiment à avoir fait de la philosophie du droit une branche distincte à l'intérieur d'un système global, c'est Kant. Mais ça ne veut pas dire que la philosophie du droit a pris naissance avec Kant, pas plus qu'elle a pris naissance avec Hegel. Simplement, jusque-là, les auteurs n'avaient pas tendance à instaurer dans leur système, dans leur philosophie, une branche distincte qui s'intitulait la philosophie du droit. Voilà. Effectivement, si on reprend l'arbre de Descartes, comme je vous l'ai dit, bon, les racines, ce sont la métaphysique. Vous savez, l'arbre de Descartes, hein, je vous en ai parlé, celui que Descartes évoque dans la lettre préface à l'abbé Picot. C'est une très célèbre lettre que Descartes a écrite au traducteur en français de ses principes de philosophie, hein, principes de philosophie, ouvrage de Descartes, et en guise de préface, il a fait une lettre au traducteur en français, puisqu'il les avait écrits en latin, ces principes, au traducteur en français de l'ouvrage, qui est un type qui s'appelait Picot, c'était un abbé, hein. Et donc, parce que Picot lui a demandé une préface, et quand Descartes a dit « je n'ai pas le temps, je m'apprête à partir en Suède », où il est mort d'ailleurs,
Et donc, il a fait une lettre préface. Voilà. Et dans cette lettre préface, c'est cette fameuse image de l'arbre qui est passée à la postérité. Et donc, dans l'arbre de Descartes, on a bien la métaphysique qui sont les racines de l'arbre, la physique qui en est le tronc, la morale, la mécanique et la médecine qui en sont les branches. Mais il n'y a pas de branche qui s'intitule le droit. Je vous rappelle qu'à l'époque de Descartes, comme au XVIIIe siècle, le siècle qui suivra d'ailleurs, la philosophie embrasse tous les champs du savoir. Hein. Il suffit de se référer effectivement à Descartes, ou il suffit de se référer à la préface que d'Alembert a écrite à l'encyclopédie pour comprendre que la philosophie, ce n'est pas ce que nous entendons aujourd'hui. Nous, quand on pense philosophie aujourd'hui, on pense le sage retiré dans sa tour d'ivoire ou le métaphysicien perdu dans ses abstractions célestes. Mais à l'époque de Descartes ou à l'époque du XVIIIe siècle, lors de la philosophie des Lumières, la philosophie embrassait tous les champs du savoir. Newton était considéré comme un philosophe au même titre que Locke. Hein. Donc, dans cet arbre philosophique de Descartes, il n'y a pas de place pour le droit. Donc, c'est quand même symptomatique. Vous me direz, de toute façon, Descartes ne s'est pas intéressé au droit, comme je vous l'ai dit, je crois, la dernière fois. Hein. Mais même s'il ne s'intéressait pas au droit, on pourrait imaginer qu'il est considéré qu'il y avait une branche distincte qui s'appelait le droit, mais il n'y en a pas. Hein. Donc, maintenant, si on remonte plus avant dans le temps, si on remonte à l'époque grecque, là aussi, les philosophes divisaient déjà la philosophie en plusieurs parties. C'est par exemple le cas des stoïciens, des philosophes dogmatiques s'il en est. Alors, les stoïciens disaient la philosophie comporte trois parties. Il y a la logique, la physique et la morale. Ils parlaient de logique, de physique et de morale. Et ils faisaient des comparaisons plus ou moins heureuses en comparant par exemple la philosophie à un arbre. Alors, il disait que la clôture de l'arbre, c'était la logique, la terre et les arbres, la physique, et les fruits, l'éthique. Donc, c'est quand on maîtrise la logique et euh, la physique qu'on recueille les fruits de tout cela avec la morale. Ou alors, il comparait aussi la philosophie à un animal, mais bon, je ne veux pas avec les muscles qui étaient la logique, bon, non, le squelette qui était la logique, les muscles qui étaient la physique, et, euh, je ne sais plus trop quoi qui était la morale, ou encore le cerveau, je pense, qui était la morale, ou encore il comparait la philosophie à un œuf, donc la coquille serait la logique, le blanc de l'œuf serait la physique, et le jaune serait la morale. Soit dit en passant, ça montre bien que tout de même, la, euh, la philosophie stoïcienne, c'est une philosophie de l'époque hellénistique. J'ai déjà dit que l'époque hellénistique, c'est l'époque en Grèce qui a pris naissance à la mort d'Alexandre le Grand en 322 avant Jésus-Christ. Et les philosophies hellénistiques, ce sont des philosophies qui se sont particulièrement épanouies à cette époque-là, même si souvent elles avaient débuté avant. Donc les philosophies hellénistiques, ce sont des philosophies qui sont centrés sur l'individu, en fait, sur la morale individuelle, à des degrés inégaux d'ailleurs, selon les philosophies hellénistiques, mais en fait, grosso modo, on peut dire cela. Hein. Et donc, c'est assez symptomatique quand on prend les images, les comparaisons que les stoïciens dressent pour expliquer ce que c'est que la philosophie. La morale, donc, si on reprend l'image du verger ou du terrain fertile, ce sont les fruits. Mais en fait, le stoïcien, le sage stoïcien, il est enfermé dans son jardin, dans ses murs, c'est la logique, et c'est ainsi qu'il recueille les fruits, la morale, vous voyez ce que je veux dire? Donc il est replié sur lui-même quand même quelque part, un petit peu. Hein. Ou alors, quand on dit que la philosophie est comme un œuf, donc, en fait, le sage, il est dans sa coquille, en fait, en quelque sorte, hein, à l'abri des événements, il est dans sa coquille, et c'est là qu'il médite. Hein. Donc, ça traduit quand même une espèce de... Il faut se méfier quand même avec les généralisations abusives, mais ça traduit quand même une espèce de repli sur soi qui n'est pas très compatible avec le droit, parce que le droit, c'est quand même la relation sociale, la relation à autrui. Hein. Et ça, ce sont des gens, les stoïciens, qui sont soucieux de morale individuelle. Donc, toujours est-il qu'on voit en remontant à l'époque grecque, il n'y a pas de
de distinction formelle entre la morale et le droit. Je vous l'ai dit dans la République de Platon, la justice au sens de vertu individuelle et la justice au sens de vertu sociale sont complètement confondues, elles sont identiques. Hein. Et donc, il n'y a pas de distinction chez lui entre l'éthique, la morale et le droit. Oui, je vous en prie. En fait, pourquoi la philosophie en était venue à dissocier le droit de la morale à l'époque moderne. Vous n'avez pas compris parce que je ne l'ai pas encore expliqué, a priori. Parce que j'ai dit simplement que Kant a considéré qu'il devait faire une place dans son système à la philosophie du droit, distinctement de la philosophie morale, mais je ne suis pas sûr d'avoir expliqué. J'ai déjà expliqué? Oui? Qu'est-ce que j'ai dit alors? Oui? Oui, on a dit cela, mais est-ce qu'on a dit pourquoi Kant avait fait une place? Pour que ce qui compte, c'est le pourquoi. Pourquoi Kant a été amené à faire une place à la philosophie du droit à côté de sa philosophie de la vertu ou de sa philosophie morale stricto sensu. Ça, on ne l'a pas vu. Le reste, ce que je viens de dire, c'est un peu du ressucé, mais en reprécisant, parce que j'avais dû cavaler. Donc, en fait, effectivement, je répète, avant Kant, il n'y a pas de distinction entre la philosophie morale et la philosophie du droit, en tout cas distinction formelle. Comme vous l'avez rappelé, lorsqu'on prend un philosophe comme Hobbes, il y a dans Hobbes trois concepts qui sont importants pour sa philosophie politique. Hobbes, vous savez, c'est celui qui a écrit le Léviathan. Hein. Donc c'est un grand philosophe, mais c'est un philosophe, surtout un philosophe politique, mais c'est un grand philosophe quand même, généralement parlant. En fait, Hobbes, il était obsédé par le droit et la politique parce qu'il a écrit trois fois le même ouvrage. Il a écrit Elements of Law, première mouture, On the Citizen, deuxième mouture, et Léviathan, troisième mouture. Mais c'est toujours le même ouvrage, sauf qu'il amplifie chaque fois. Hein. Donc, si je prends le Léviathan, dans le chapitre 26 du Léviathan, euh, Hobbes énonce cette vérité importante pour lui, que la loi de nature et la loi civile s'impliquent réciproquement. Elles sont coextensives l'une avec l'autre. Or, qu'est-ce que c'est que la loi de nature pour Hobbes? C'est un ensemble de préceptes moraux. Hein. Et la loi civile, c'est la loi humaine, c'est la loi édictée par l'autorité civile dans un pays, par le souverain. Hein. Et donc, ça veut dire que pour Hobbes, il y a une superposition parfaite entre la morale et le droit. Donc, la superposition parfaite entre la morale et le droit à cette époque, elle vaut aussi bien pour un positiviste comme Hobbes, parce que pour Hobbes, il n'y a pas de droit à proprement parler tant qu'il n'y a pas de souverain et de société civile. Je ne peux pas développer complètement Hobbes, mais chez Hobbes, il y a en fait trois concepts qui sont importants pour sa philosophie politique. Il y a plein d'autres concepts importants, mais il y a trois concepts qui sont importants. Le concept de right of nature, droit de nature, le concept of law of nature, qui est différent, loi de nature, et le concept de civil law, loi civile. Alors, right of nature, c'est pour Hobbes, right of nature, le droit de nature, c'est ce qui règne dans l'état de nature. Et le right of nature, le droit de nature, ça consiste à faire tout ce que vous voulez faire, faites tout ce que vous voulez, tant que vous n'êtes pas empêché physiquement de le faire. Donc, dans l'état de nature règne le droit de nature, mais le droit de nature, il est bien mal qualifié. Parce que le droit de nature, c'est le droit du plus fort, en fait. L'état de nature est un état de guerre de tous contre tous, et chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez tuer votre voisin pour prendre ses biens ou pour prendre sa femme, il n'y a aucun souci. C'est le droit de nature, ça. Tandis que le concept de loi de nature chez Hobbes, c'est différent. Law of nature, c'est quelque chose de différent de right of nature. Law of nature, c'est les préceptes moraux, c'est un ensemble de préceptes moraux qu'il appelle les lois de nature et qui se résument dans un principe général qui est de ne pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas qu'il vous fît. Ne pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas qu'il vous fît. C'est un précepte biblique, évangélique. Hein. Et donc, ce précepte-là, il résume toutes les lois de nature. Il y a plusieurs lois de nature, mais sont toutes enveloppées dans ce précepte unique. Maintenant, ce précepte,
comme je viens de l'expliquer, il n'est pas effectif dans l'état de nature, il est complètement ineffectif dans l'état de nature. Parce que dans l'état de nature, ce qui domine, c'est le droit de nature, c'est-à-dire que le droit de nature, c'est que tout le monde se fait la guerre. L'état de nature, c'est un état de guerre de tous contre tous. L'homme est un loup pour l'homme, vous connaissez le fameux aphorisme. C'est un aphorisme de Plaute que Hobbes reprend à son compte en anglais. Plaute était un auteur latin, donc il le reprend à son compte en anglais. Le Léviathan a été écrit en anglais, hein. Mais il a fait aussi une traduction latine, hein. Il était tellement content il a écrit aussi en latin. Et la version latine et la version anglaise ne sont pas tout à fait rigoureusement exactes parfois, hein. Les deux autres ouvrages, l'ouvrage de Hobbes qui s'appelle On the Citizen a été écrit en latin, je crois, et Elements of Law a été écrit en anglais, hein. Bon, c'était une époque où on commence à, à ne plus forcément écrire systématiquement en latin, hein. On écrit parfois dans la langue du pays où l'on vit, hein. Parce qu'on veut être lu, c'est normal, c'est humain. Et donc, on pense que si on écrit dans sa langue, la langue de son pays, au lieu d'écrire en latin, on sera davantage lu, hein. Et au XVIIIe siècle, c'est une tendance qui se généralise, c'est-à-dire que les auteurs écrivent dans leur langue natale. Locke, pas du XVIIe siècle, écrit en anglais. Euh, Leibniz écrit tantôt en allemand, tantôt en latin, mais Wolff écrit en allemand, Kant écrit en allemand, et voilà quoi. Ce qui fait dire plaisamment à d'Alembert dans son discours préliminaire à l'encyclopédie que maintenant c'est devenu très difficile d'appréhender la philosophie parce que chacun écrit dans sa propre langue. Donc vous devez d'abord apprendre les langues des pays voisins avant de pouvoir philosopher. Alors il faut que vous appreniez l'allemand, l'anglais, l'italien, enfin bon, en Italie, en Espagne, il n'y a pas de philosophie, mais enfin l'allemand, l'anglais, euh, en plus du latin, et donc vous passez votre temps à apprendre des langues et après vous êtes trop vieux pour apprendre la philosophie. Donc ça pose un problème, hein. Donc voilà la situation. Donc Hobbes considère que law of nature, les laws of nature, qui se rassemblent dans ce précepte unique que je viens d'indiquer, ne sont pas effectifs dans l'état de nature. C'est impossible parce que l'état de nature est un état où personne ne peut empêcher quiconque de faire ce qu'il veut. La liberté, pour Hobbes, c'est le fait de pouvoir faire ce que vous voulez tant que vous n'êtes pas empêché par un obstacle extérieur. C'est ça la liberté pour Hobbes. Donc le right of nature, c'est l'expression de la liberté. Donc vous faites ce que vous voulez tant qu'on ne vous en empêche pas physiquement. C'est un peu les lois de Galilée transposées à l'univers juridique. On a appelé Hobbes le Galilée de l'univers juridique. Ce n'est pas pour rien. Il prétend transposer à la philosophie politique les lois de la chute des corps les lois de la chute des corps de Galilée, hein. Et donc un corps, il chute tant qu'il n'est pas empêché physiquement de chuter. Il est en mouvement tant qu'il n'est pas empêché d'être en mouvement. Mais pour les lois, c'est pareil. Et pour les hommes, c'est pareil. Les hommes, ils sont en mouvement tant qu'on ne les empêche pas d'être en mouvement. Donc, conséquence, si vous ne voulez pas qu'il se fasse la guerre de tous contre tous, il faut une société civile avec un souverain qui va les contraindre physiquement à respecter la propriété d'autrui et l'intégrité physique d'autrui. Donc il faut une civil law, une loi civile, des lois civiles. Et les lois civiles, que vont-elles faire? Elles vont reprendre le contenu des lois naturelles pour les imposer par la force aux citoyens. Voilà. Donc il y a une superposition parfaite entre le droit et la morale chez Hobbes. Il n'y a pas de... Hobbes est en quelque sorte amoral, parce que pour lui, il n'y a pas d'autre. Les gens ne peuvent pas se conduire moralement tant qu'ils ne sont pas contraints par un pouvoir politique, hein. Et si on prend l'autre bout de la réflexion philosophique, les partisans de l'école du droit de la nature et des gens, qui au contraire se désintéressent totalement du droit positif et s'intéressent uniquement à ce droit naturel éthéré, qu'ils considèrent comme un ensemble de préceptes moraux découverts par la raison et qui est le seul droit qui importe à leurs yeux. Le droit positif, ils s'en foutent. Grotius, Pufendorf, ils se moquent du droit positif. Ce n'est pas leur problème, le droit positif. Leur problème, c'est le droit naturel. Le monde peut s'écrouler, écrire Grotius, le droit naturel subsiste. Et eux aussi, malgré toutes les différences qui les séparent de Hobbes, ils confondent complètement le droit avec la morale, parce que le droit naturel, c'est un ensemble de préceptes moraux. Respecter sa parole, ne pas causer de dommages à autrui par sa faute,
respecter la propriété d'autrui. C'est à peu près ce que Grotius dit. Le droit naturel, c'est ça. Respecter sa parole, donc force obligatoire des contrats. C'est un juriste, hein, ne l'oublions pas. Ne pas causer de dommages à autrui par sa faute. Vous connaissez l'article 1242 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1242 du Code civil, il trouve sa source directe chez Grotius. Il y a une formule très semblable chez Grotius. Et le respect de la propriété. On a écrit que le Code civil était le code des propriétaires. L'inspiration juste naturaliste du Code civil ne fait pas de doute. Mais ces gens-là, malgré les différences qui les séparent de Hobbes, prônent également une confusion totale de la morale et du droit. Alors maintenant, j'avais terminé là-dessus, donc j'ai répété, mais j'ai redéveloppé ce que j'ai dit. Il y a deux philosophes dans l'histoire de la pensée, au moins. Je ne suis pas encyclopédique, je ne connais pas tout le monde, mais il y a au moins deux philosophes importants, au moins, qui ont séparé ou distingué la morale et le droit. Le premier, c'est Aristote. Le second, c'est Kant. Alors, chez Aristote, ça ne prend pas un tour formel. Ça ne prend pas, ces distinctions de la morale et du droit, ne prend pas un tour formel. Mais on peut déduire des développements que Aristote consacre à la justice dans l'éthique à Nicomaque. On peut déduire des développements. Je vais trop vite? Ça va ou je vais trop vite? Ça peut aller? On peut déduire des développements qu'Aristote consacre à la justice dans l'éthique à Nicomaque et sur lesquels nous reviendrons plus en détail, je l'espère, dans les dernières heures de ce cours de philosophie du droit. On peut déduire de ces développements euh, une esquisse de distinction, et même plus qu'une esquisse, une distinction de la morale et du droit par leur objet spécifique. Une distinction de la morale et du droit par leur objet spécifique. Alors, l'éthique à Nicomaque, c'est un ouvrage de morale, comme son nom l'indique, éthique. C'est le principal ouvrage de morale qu'Aristote a écrit. Et dans cette éthique à Nicomaque, il y a un livre. Alors, l'éthique à Nicomaque comporte différents livres. Je ne rentre pas dans le détail des livres, mais une des choses que Aristote se propose d'élucider, c'est les différentes vertus. Il dit il y a différentes vertus, et on va les examiner. Il y a différentes vertus qu'il appelle morales, parce qu'il distingue les vertus morales et les vertus intellectuelles, en laissant de côté. Et les vertus morales, il dit, elles sont de différents types, donc on va les examiner les unes après les autres. Et l'une de ces vertus morales, c'est la justice, dont il parle dans le livre 5. Donc formellement, on ne voit pas apparaître le terme de droit. C'est un ouvrage de morale, et la justice est présentée comme une vertu morale. Mais dès les premières lignes, ou tout au moins les premières pages du livre 5 de l'éthique à Nicomaque, Aristote déclare: quand on parle de la justice, il faut bien comprendre que c'est un terme polysémique. Le terme justice est polysémique. Il dit c'est un peu comme. En fait, il y a plusieurs significations de justice, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapport entre elles. Hein. Parce qu'il dit, c'est par exemple, il ne faut pas croire que. Il prend l'exemple de kleis. Kleis en grec, ça veut dire la clavicule, mais ça veut dire aussi la clé. Hein. Donc là, il dit kleis au sens de clavicule et kleis au sens de clé, il n'y a aucun rapport entre les deux. Donc il dit la justice, il y a une certaine homonymie parce qu'on distingue des choses différentes, mais elles sont quand même en relation les unes avec les autres. Donc ce n'est pas comme clé, ce qui veut dire à la fois clavicule et clé. Voilà à peu près ce qu'il dit. Hein. Je vous cite de mémoire, hein. Je n'ai pas relu Aristote avant de venir. Hein. Et à un moment donné, alors il continue et il dit, et en fait, quand on examine la justice, on s'aperçoit que euh, euh, il y a deux types de justice, ce qu'il appelle la justice totale, d'une part,
et ce qu'il appelle la justice particulière de l'autre. Et il dit la justice totale, en fait, c'est la vertu, il appelle ça la justice universelle, c'est la vertu totale, en fait. Il appelle ça plutôt la justice universelle, il dit c'est la vertu totale. C'est-à-dire, c'est la justice au sens où elle embrasse toutes les vertus, toutes les autres vertus. Et en fait, lorsque Aristote écrit ça, il pense à la République de Platon, je pense, je suppose. Dans la République de Platon, au quatrième livre de la République de Platon, Platon, enfin Socrate, que Platon fait parler, isole différentes vertus cardinales d'un État, parmi lesquelles la justice. Et il dit que la justice occupe une place éminente au sein de ces quatre vertus, parce que c'est la justice qui permet aux autres vertus d'advenir et de se maintenir. Je ne rentre pas dans le détail, hein, je vous donne juste des développements approximatifs, je reviendrai là-dessus plus en détail avec Platon. Il dit la justice, c'est la vertu la plus éminente de ces vertus, quatre vertus cardinales, peu importe leur liste pour le moment. D'ailleurs, la liste des vertus cardinales n'est pas de Platon ni de Socrate, c'est une liste traditionnelle dans l'Antiquité grecque. Mais il dit que la justice, c'est celle qui occupe la place la plus éminente parce que c'est celle qui permet aux autres vertus d'advenir et de se maintenir. Et donc, je pense que Aristote, lorsqu'il dit que la justice se confond avec la vertu totale en ce sens, il pense à la République de Platon. Mais immédiatement, Aristote ajoute, il dit, mais attention, ça ne nous intéresse pas ici. Parce que là, nous sommes en train d'écrire un traité d'éthique où nous examinons les différentes vertus. Et donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la justice universelle, la justice totale, sous-entendue au sens où Platon l'entendait. Ce qui nous intéresse, c'est la justice particulière, qui est une partie de la justice totale et qui désigne une vertu spécifique. Je simplifie énormément, hein, parce que si je dois commencer à expliquer en détail Aristote, laisse tomber, putain, il faudra faire ça à la fin du semestre. J'ai déjà raconté l'histoire de Kervégan qui expliquait un texte de Hegel et qui dit à un moment donné, Kervégan, c'est un grand spécialiste de Hegel, et à un moment donné, il s'interrompt dans son explication du texte de Hegel, et là, il dit, là, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris ce que Hegel veut dire. Le mec, ça fait 40 ans qu'il travaille sur Hegel, ou 45 ans, il n'est pas tout à fait sûr de ce que Hegel a voulu dire. Donc j'ai dit, ça va, j'ai compris Hegel. Bon, Aristote, c'est un peu pareil, hein. Donc, parce qu'Aristote, il faut savoir que ce qu'on a conservé d'Aristote, ce ne sont pas, ce ne sont pas des ouvrages à destination du grand public. Ce qu'on a conservé d'Aristote, c'est ce qu'on appelait les textes ésotériques, qui étaient, c'est-à-dire destinés à un cercle interne, c'est-à-dire aux élèves de son école. C'est des notes de cours. C'est comme si demain on retrouvait mes notes de cours non rédigées avec des trucs et qu'on les publiait. Sauf que moi, je ne suis pas Aristote, évidemment. Mais bon. Et donc, les notes de cours, forcément, ce n'est pas toujours dans un style très limpide. Déjà, son style n'est pas clair. Déjà, d'une façon générale, il est très elliptique. Il est très différent du style de Platon. Et donc, on en comprend ce qu'on peut bien en comprendre. Mais on comprend qu'il y a une justice particulière qui est une vertu spécifique. Et il dit, cette justice particulière, cette justice spécifique, ce qui la caractérise, c'est que c'est une forme d'égalité. La justice particulière, elle renvoie au terme to ison, ça veut dire l'égalité en grec. Hein, isothermie, isosthénie, iso, je ne sais pas trop quoi, ce que vous voulez. Hein. Iso, ça veut dire égal en grec. Hein. Donc la justice particulière renvoie à l'égalité, to ison. Et cette égalité, elle est elle-même de deux sortes, ce qu'il appelle le juste distributeur, la justice distributive, si vous voulez, mais il n'emploie pas tellement le terme justice, il dit plutôt le juste distributeur et le juste, la justice distributive et la justice. J'en étais sûr. Passez-moi mon vin de long riff. J'en étais sûr. J'en étais sûr.
Il n'y a pas le terme justice commutative chez Aristote, ça n'existe pas. Dissuasive, encore moins. Justice commutative, c'est un terme qui est dérivé de saint Thomas d'Aquin. D'abord, il n'était pas helléniste, saint Thomas d'Aquin, déjà pour commencer. Il a été confronté à des difficultés d'interprétation de la pensée d'Aristote qui l'ont amené, je reviendrai peut-être en détail là-dessus, à parler de justice commutative là où Aristote n'a jamais utilisé cette expression en grec. Oui. Comment? Punitative. Non. Il n'y a pas de distinction entre la justice pénale et la justice civile chez Aristote. C'est une époque où on confond le droit civil et le droit pénal. On appelle ça la justice corrective, si on veut bien utiliser le terme grec adéquat. Je vous traduis le terme grec adéquat. Diortikon, ça veut dire correctif. Orthos, c'est ce qui est droit. Orthos. Orthophonie, orthopédie, orthodoxie, c'est ce qui est droit en grec, orthos. Diortikon, c'est ce qui redresse. Correctif. Donc, les deux types de justice particulière que Aristote distingue, c'est d'une part la justice distributive et d'autre part la justice corrective. Le terme de justice commutative, c'est emprunté au latin commutatio, qui est un terme que saint Thomas d'Aquin a utilisé, mais qu'Aristote, évidemment, n'a pas utilisé puisqu'il n'était pas latiniste. Qu'est-ce que vous vouliez dire, monsieur? Oui, du coup, le juste correctif. Oui, le juste correctif. D'abord, il n'utilise pas le terme justice. Justice, en grec, c'est dikaios uné. Et en fait, Aristote utilise plus volontiers le terme to dikaion. To dikaion en grec, to c'est l'article neutre, to dikaion, ça veut dire, je vais vous marquer dans le chat si vous voulez, mais en caractère latin, mais je crois vous l'avoir déjà mis hein, une fois. C'est pour ça, c'est quand même utile d'avoir fait du grec. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà. Alors le terme que saint Thomas emploie et qui ne figure pas dans le texte d'Aristote, c'est commutatio. Et justice, c'est dikaios uné. Je vous l'écris toujours en caractère latin. Hein. Voilà. Donc, Aristote n'emploie pas tellement souvent le terme dikaios uné. Il emploie plutôt le terme to dikaion. Dikaios, à l'origine, c'est un adjectif. Hein. Donc, on a affaire à un adjectif qui est substantivé. Ça veut dire, to dikaion, ça veut dire ce qui est juste. Donc, le juste, si vous préférez. Hein. Donc, il dit, il y a deux types de justes en lesquels se subdivise la justice particulière. Il a laissé de côté la justice totale, celle de Platon. Il dit la justice particulière, c'est une forme d'égalité, mais il y en a deux types de cette égalité. Il y a l'égalité qui exprime la justice distributive, le juste distributeur, et il y a l'égalité qui exprime le juste correcteur. Le juste distributeur, ça veut dire dans les charges, les biens de la cité, il s'agit de distribuer tout cela entre les citoyens de façon égalitaire, mais pas selon une égalité arithmétique. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir la même chose, parce qu'il y a des gens qui sont plus méritants que d'autres, hein, forcément. Bon, par exemple, les professeurs doivent être mieux payés que les maîtres de conférences, si vous voulez un exemple, hein, puisqu'ils sont plus méritants, normalement, théoriquement. Hein. Ou voilà. Bon. Donc ça, c'est. Mais il dit il y a un juste distributeur. C'est une égalité, mais qui est proportionnelle à un critère qui est posé, mais il dépend du régime politique. Dans une démocratie, le critère, c'est l'égalité pour tous, mais dans une aristocratie, c'est les meilleurs, les plus vertueux qui doivent avoir davantage, etc. Donc ça dépend. Dans une oligarchie, ce sont ceux qui sont les mieux nés qui doivent avoir davantage. Et voilà. Hein. Donc il ne se prononce pas dans l'éthique à Nicomaque, il ne se prononce pas sur le critère qui doit prévaloir. Il dit qu'il y a un critère qui doit permettre de distribuer avec justesse, avec justice, les biens, les honneurs, les charges entre les différents membres de la cité.
Il dit ce critère distinct, ce critère diffère selon qu'on est dans une démocratie, une oligarchie ou une aristocratie. Et puis, il dit la justice, le juste correcteur, c'est celui qui intervient dans les échanges. Alors les échanges, il faut pas entendre échange au sens du terme, au sens du contrat spécial, n'est-ce pas, du titre 7 du livre 3 du Code civil. Hein. Vous savez, je te donne ma pirogue, tu me donnes ton arc et tes flèches. Ce n'est pas de cet échange-là dont il s'agit. Il s'agit de l'échange, quand il parle d'échange, Aristote, il veut dire les relations interindividuelles, en fait. Hein. Ce qu'on appellerait, oui, Les formes d'égalité dont vous parlez, on est même considérées comme des vertus, donc, comme des sous-jacentes à la vertu globale qui est l'égalité. non, la vertu globale, attendez, la justice particulière, c'est l'égalité. La justice totale, c'est la vertu tout entière. D'abord, je reprécise ça. La justice totale, c'est celle de Platon. Elle se confond avec la vertu tout entière, si ce n'est, dit Aristote, qu'elle a rapport avec autrui. Ensuite, l'égalité, c'est ce qu'exprime la justice particulière. Cette égalité, elle s'entend différemment selon qu'on parle du juste distributeur ou du juste correcteur. C'est bon? C'est bon. Donc après, votre question, c'est? On est considérées comme des vertus, simplement comme des sous-jacentes à une autre vertu. Non, non, il est en train de parler de la justice dans le livre 5, donc c'est la justice. La justice n'est pas l'annexe d'une autre vertu. Mais ce que vous comprenez bien, peut-être à travers ce que je viens de dire, c'est qu'on voit là apparaître comment dirais-je, une détermination du droit par son objet. Parce qu'en fait, l'égalité qui doit intervenir dans la distribution des honneurs, des biens, des charges, ou l'égalité qui doit intervenir dans les échanges, comme dit Aristote, et l'égalité qui doit intervenir dans les échanges, Aristote dit qu'elle doit être arithmétique. C'est-à-dire, par exemple, si vous passez un contrat de vente, une maison, ben, il faut que le prix de la maison euh, corresponde à la valeur de la maison. Si vous causez un dommage à autrui et que vous deviez réparer, il faut que l'indemnité à laquelle vous êtes condamné corresponde au préjudice que vous avez causé. Hein. Parce que il dit le juste, le juste correcteur, il intervient dans les rapports d'échange, soit volontaires, soit involontaires. Hein. Il consiste à une certaine égalité, une égalité arithmétique. Donc, peu importe le détail, on verra là-dessus lorsqu'on parlera d'Aristote plus en détail, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, pour un juriste de droit privé, il se dit, mais voilà le droit, l'objet du droit. Qu'est-ce que j'ai appris en droit des obligations? Qu'il faut réparer le dommage causé à autrui par sa faute, qu'il faut que les contrats soient équilibrés, parce que s'ils sont légionnaires, enfin, pas toujours, mais ils peuvent être remis en cause s'ils sont légionnaires. En toute cause, il doit y avoir une contrepartie dans les contrats, à titre onéreux du moins. Voilà des termes, voilà des choses qui me sont familières. Donc je trouve là, dans la philosophie d'Aristote, peut-être des principes philosophiques qui expliquent la façon dont je me représente le droit privé. C'est pour ça qu'Aristote a du succès chez les juristes de droit privé. Quand on parle à un juriste de droit privé de la philosophie, il dit ah, moi, je ne connais pas bien Platon, mais Aristote, je connais, oui. Enfin, il connaît. Il en a entendu parler parce que le juste correcteur, il kiffe en fait. Ça le fait kiffer. Donc, parce que il y a là quelque chose qui exprime chez Aristote euh, la conception que le juriste se fait de sa tâche, à savoir respecter, le juriste de droit privé du moins, à savoir respecter un certain équilibre dans les relations privées entre les individus. Et donc, certes, Aristote traite la justice comme une vertu, mais la justice particulière qui l'isole de la justice universelle, euh, elle évoque la justice au sens du droit, en fait. Voilà, cette idée d'égalité, notamment dans les rapports individuels. Échange en grec, comme vous le savez, ça se dit synallagma, hein, contrat synallagmatique.
Donc là, on a un premier auteur chez lequel on voit apparaître une distinction possible du droit et de la morale par la distinction de leurs objets respectifs. La morale tend au perfectionnement de l'individu, ce rapport la morale se réfère à des règles de conduite euh, qui font qu'un homme va apparaître comme vertueux, juste, tandis que le droit se rapporte à une répartition des biens finalement. Soit entre les membres de la cité avec le juste distributeur, soit dans les relations interindividuelles avec le juste correcteur. Alors c'est très simplifié, hein, mais on voit apparaître là, dans l'histoire de la pensée philosophique, l'histoire de la philosophie, une première façon de distinguer le droit et la morale par leurs objets respectifs. Voilà. Laissons de côté Aristote, sur lequel on reviendra plus longuement, je l'ai dit, et passons à Platon, à Kant. Alors Kant, c'est pareil, parce que si je me lance dans la philosophie de Kant, les 36 heures de cours n'y suffiront pas, c'est clair. Donc il faut que j'essaye de simplifier les choses, quitte à répondre à certaines de vos interrogations si vous vous estimiez insatisfait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand on prend la philosophie de Kant, je vais trop vite ou c'est bon? Vous me dites hein, si je vais trop vite. Parce que là, c'est du Kant, donc il va falloir s'accrocher aux branches, hein. Donc, mais ça vaut la peine. Si on prend la philosophie de Kant, alors je vais aller uniquement à ce qui m'intéresse dans la philosophie de Kant, quitte à faire l'impasse sur énormément de choses. En fait, la philosophie de Kant, il y a deux aspects. Il y a ce qu'il appelle la philosophie de la connaissance et la philosophie pratique. La raison théorique, si vous voulez, qui correspond à la philosophie de la connaissance, et la raison pratique qui correspond à la philosophie pratique. La raison théorique, ce que Kant entreprend de faire dans l'ouvrage le plus célèbre qui est écrit, à savoir la critique de la raison pure. La critique de la raison pure, c'est un ouvrage qui est destiné à déterminer quels sont les pouvoirs de connaître de l'être raisonnable. Qu'est-ce que la raison peut connaître? Qu'est-ce que la raison est en droit de prétendre connaître? Il utilise un langage très juridique. Il dit, quelque part dans la critique de la raison pure, les juristes, dit-il, il aime bien les juristes, Kant, il kiffe les juristes. Donc il utilise souvent des comparaisons juridiques. Il dit les juristes distinguent, quand ils traitent d'un cas pratique, ils distinguent la question de fait et la question de droit. Par exemple, si vous avez affaire à une contestation d'un terrain, ça c'est pas Kant qui le dit, mais c'est ce qu'il veut dire. Si vous avez affaire à une contestation sur la propriété d'un terrain, il s'agit de bien distinguer le possesseur, la possession, de la propriété. La possession, c'est le fait d'avoir l'animus et le corpus sur un terrain. C'est pas Kant, ça c'est moi hein, qui dis. L'animus et le corpus sur un terrain, mais le possesseur peut être le véritable propriétaire comme il peut être un usurpateur. Généralement, c'est le véritable propriétaire, fort heureusement, hein. Mais ce n'est pas parce qu'on possède un terrain qu'on est propriétaire. Donc, il faut bien distinguer la question de fait et la question de droit. La question de droit, c'est de savoir qui est propriétaire s'il y a un conflit, la question, qui est distincte de la question de fait, à savoir qui occupe le terrain. Alors, quand on dit, ben, en fait, en philosophie, c'est pareil. Avec la raison, c'est pareil. La raison, elle fait usage de toutes sortes de concepts, mais avant que moi, quand je n'arrive, parce que je suis arrivé, j'ai naturellement refondé toute la philosophie, parce que je suis un génie. Donc, mais il ne le présente pas comme ça, il n'est pas vaniteux, hein. Enfin, en tout cas, il feint de ne pas être vaniteux. Je ne crois pas qu'il le soit. Il a un certain orgueil, mais c'est quand même un homme fondamentalement modeste. Mais il dit, en fait,
La métaphysique est dans un état catastrophique et je propose de changer les méthodes pour rétablir la métaphysique à la place où elle doit être, c'est-à-dire la place de la première de toutes les sciences. Ça doit être la science la plus vénérée, la plus respectée, mais elle a sombré dans un état de discrédit terrible parce qu'on n'a pas su se poser les vraies questions. Et la vraie question qu'il faut commencer à se poser, c'est la question de notre pouvoir de connaître, la question de la raison théorique. Que puis-je savoir? Première question de la philosophie. C'est ce que Kant dit à un moment donné dans la critique de la raison pure, dans un passage très célèbre de la critique de la raison pure qui s'appelle le canon de la raison pure. Le canon de la raison pure. Le canon, c'est pas une jolie fille ou c'est pas une almata, hein, pas un truc pour tirer. Hein. Le canon, ce sont les principes, d'accord? Donc les principes de la raison pure, le canon de la raison pure, c'est un des passages les plus anciens de la critique de la raison pure. Je vous rappelle que la critique de la raison pure fait plus de 600 pages et qu'il n'a pas écrit ça en une semaine, d'accord? Quand il a publié la critique de la raison pure, il avait largement plus de 50 ans. Donc, dans le canon de la raison pure, qui est un des textes les plus anciens de la critique de la raison pure, il dit que la première question qui se pose en philosophie, il y en a trois questions, mais je vous laisse les autres questions de côté pour le moment. La première question qu'on se pose, c'est Was kann ich wissen? Qu'est-ce que je peux savoir? Qu'est-ce que je peux savoir? Que puis-je savoir? Et c'est la première question à laquelle il faut répondre. Et il dit le problème, c'est que la raison théorique, elle a tendance à vouloir étendre son pouvoir de connaître au-delà de ce qu'elle peut légitimement connaître. Elle est comme l'usurpateur d'un terrain. Elle se sert de concepts sans qu'on se soit jamais interrogé sur le point de savoir si elle pouvait prétendre légitimement les connaître, comme Dieu, la liberté, l'immortalité de l'âme. Et donc, ce qu'il faut maintenant, et c'est l'objet de la critique de la raison pure, c'est de déterminer ce que la raison peut véritablement, légitimement prétendre connaître. Donc, en fait, la raison va devoir comparaître devant un tribunal. Il kiffe le droit. Hein. La raison va devoir comparaître devant un tribunal, le tribunal de la raison, qui va juger des légitimités de ses prétentions. Elle prétend connaître toutes sortes de choses, on va savoir ce qu'elle est légitime à véritablement connaître. Donc, la critique de la raison pure, elle instaure un tribunal de la raison qui va juger des prétentions de la raison à connaître. Et vous me direz, qui préside ce tribunal? Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a un tribunal. Mais qui le préside? Le président du tribunal, c'est la raison elle-même. C'est-à-dire que la raison est son propre juge, en fait. Hein. La raison est à la fois juge et critique, pour reprendre une expression de Guy Hermite, philosophe qui a travaillé sur Kant. La raison est à la fois juge et critique. Et le tribunal de la raison, c'est un peu une cour de cassation, en réalité. C'est-à-dire que le tribunal de la raison ne va pas juger en fait, il va juger en droit ce qu'il est conforme à la raison de connaître, ce que la raison peut légitimement connaître. Il va se prononcer uniquement sur le droit, comme la cour de cassation. Donc, l'objet de la critique de la raison pure, alors je ne réponds pas à la question parce que sinon je rentre en plein dans la philosophie de Kant et je ne vais pas en sortir, mais l'objet de la critique de la raison pure, c'est de répondre à cette question. La critique de la raison pure n'est pas un exposé du système philosophique de Kant. Ça s'appelle critique de la raison pure. Il s'agit de critiquer les pouvoirs de la raison pour déterminer ce que la raison peut légitimement connaître. Voilà l'objet de la critique de la raison pure. C'est un ouvrage, comme le dit Kant, euh, dès le début, et il le répétera à plusieurs reprises dans la critique, c'est un ouvrage propédeutique. Propédeutique, c'est-à-dire c'est un ouvrage introductif, préalable à l'exposé du système. Avant d'exposer un système philosophique, il faut d'abord poser les bonnes phases, les bonnes bases. Comme le dit Kant quelque part à la fin de la critique des raisons pures, on n'apprend pas à proprement parler de la philosophie, on apprend à philosopher. Phrase très profonde. Il faut d'abord apprendre à philosopher. Donc ça ne sert à rien de livrer un système, un package, quoi, un système,
qui repose sur du sable. Il faut d'abord partir sur de bonnes bases. Et c'est l'objet de la critique de la raison pure. 600 pages, il a déjà 55 ans ou 57 ans. Après, ce n'est pas tout de déterminer ce qu'on peut légitimement connaître. Il faut aussi savoir ce qu'on doit faire. Parce que la philosophie, ça n'est pas seulement euh, de la spéculation. Le philosophe n'est pas simplement un artiste de la raison, comme dit Kant quelque part. Hein. Le philosophe est aussi quelqu'un qui doit agir. Donc, il y a une deuxième question qui se pose en philosophie, après que puis-je connaître, c'est que dois-je faire? Que dois-je faire? Was soll ich tun? Que dois-je faire? Vous êtes tout germanie, je n'ai pas besoin de vous écrire les termes, c'est bon. Vous voulez que je vous l'écrive quand même peut-être? Non, ça va aller? Je pense que c'est. Sollen, ça veut dire devoir au sens moral du terme. Hein. Donc, voilà la deuxième question qui se pose. Alors, là, on débouche sur ce que Kant appelle la philosophie pratique, la philosophie de l'action. Hein. Praktein en grec, ça veut dire agir, faire. Hein. La philosophie pratique est là pour sa philosophie pratique. Il écrit un ouvrage qui est connu en France sous le titre, inexact d'ailleurs, c'est une traduction inexacte, mais peu importe, Fondement de la métaphysique des mœurs. Fondement de la métaphysique des mœurs. Fondement au pluriel. Fondement au pluriel, sans doute parce que c'est singulier en allemand, il a fallu que le mec le traduise au pluriel en français, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, ce n'est pas fondement en allemand, c'est Grundlegung. Grundlegung, ça veut dire plutôt fondation. Mais fondation de la métaphysique des mœurs, ça fait un peu bâtiment, donc il a préféré traduire par fondement. Mais il a dit fondement au pluriel, le traducteur, la traduction autorisée, celle de Delbos, Victor Delbos, qui est un grand historien de la philosophie allemande. Il a choisi le titre fondement au pluriel, ce qui semble bizarre, parce que le titre allemand utilise Grundlegung, qui est au singulier, et en fait, il y a un seul fondement à la métaphysique des mœurs, c'est-à-dire à la morale. Ce que Kant appelle la métaphysique des mœurs, c'est la morale. Il y a un seul fondement à la métaphysique des mœurs, c'est l'autonomie de la volonté. Et l'autonomie de la volonté. Donc, il n'y a pas plusieurs fondements, il y en a un seul. Hein. Alors, c'est en arrivant à la philosophie morale qu'on va comprendre, donc à la philosophie pratique de Kant, sa philosophie morale, qu'on va comprendre comment Kant a été irrésistiblement amené, mais pas immédiatement, à la fin de sa vie, à distinguer et opposer, pas opposer, mais à distinguer la morale et le droit, dans une distinction dont les principes sont passés à la postérité et qu'on utilise encore largement aujourd'hui, sans toujours avoir conscience qu'on le tient de Kant. Prends 10 minutes de pause, hein, non? Parce que là, c'est dur. Hein. 10 minutes de pause. Je suspends l'enregistrement, vous me rappellerez de le remettre. Parce que sinon, peut-être nous reprenons si vous n'êtes pas trop fatigué. C'est bizarre, je me demande si le micro marche bien, non? Allô, allô? Oui, ça a l'air de marcher. Alors, donc, fondement de la métaphysique des mœurs, ouvrage que Kant publie après la critique de la raison pure. Et dans cet ouvrage, donc, il expose ce qui est pour lui le principe unique de la moralité. La métaphysique des mœurs, pour Kant, c'est l'éthique, pour Aristote. L'éthique d'Aristote, c'est la métaphysique des mœurs de Kant. La métaphysique des mœurs, c'est la morale au sens large du terme pour Kant. Et donc, ce qu'il dit dans les fondements de la métaphysique des mœurs, mais là, je vais simplifier de façon grossière, il dit, voilà, il s'agit de s'interroger sur ce qui fait qu'une action est considérée comme morale. Or, qu'est-ce qui fait qu'une action est considérée comme morale, comme vertueuse? Eh bien, il dit, dans l'acception populaire, euh, une action est considérée comme vertueuse, morale, lorsqu'elle est accomplie non seulement conformément au devoir, mais par devoir.
non seulement conformément au devoir, mais par devoir, dit-il. Dans la croyance, dans la conception populaire, c'est ça. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, vous rendez, je ne sais pas, un livre que vous avez emprunté à la bibliothèque, mais en fait, vous le rendez parce que vous avez reçu un mail de la bibliothèque qui vous dit faites gaffe parce que si vous ne rendez pas le livre, vous ne pourrez plus emprunter de livres pendant une certaine période. Vous rendez le livre, donc vous faites votre devoir en rendant un livre qui ne vous appartient pas et que vous avez emprunté. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas une action vertueuse, ça. Parce qu'en fait, vous n'avez rendu le livre que parce que vous craigniez d'avoir une sanction si vous ne le rendiez pas. Donc vous avez bien agi conformément à votre devoir, puisque vous avez restitué le livre comme vous en aviez l'obligation, mais vous n'avez pas agi par devoir parce que la raison pour laquelle vous avez rendu le livre, le motif pour lequel vous l'avez rendu, c'est que vous redoutiez sinon d'être sanctionné par une interdiction temporaire d'emprunter des livres. Donc, il n'y a aucune action vertueuse là-dedans. Si la bibliothèque ne s'était pas aperçue que vous aviez emprunté un livre, vous l'auriez gardé, puis c'est tout. Pas vu, pas pris. Donc, quand on dit attention, l'action qui est accomplie conformément au devoir ne vaut rien d'un point de vue moral si elle n'est pas, si, elle n'est pas dictée par une intention d'agir conformément au devoir, c'est-à-dire si elle n'est pas, si l'action n'est pas par devoir. Il faut qu'elle soit non seulement conformément au devoir, mais par devoir. Voilà, dit Kant, ce qu'enseigne la conception populaire. Maintenant, d'un point de vue scientifique, du point de vue de la philosophie, comment traduire cela? Donc, ce qui se propose ensuite, il y a plusieurs parties dans le fondement de la métaphysique des mœurs. En fait, il y a trois parties. Donc, deuxième partie, il s'agit de formuler ça de façon philosophique. Et c'est là que Kant fait intervenir le fameux impératif catégorique, dont vous avez tous entendu parler, j'imagine. Oui, non, non, oui, l'impératif catégorique. L'impératif, alors l'impératif, d'une façon générale, pour Kant, euh, c'est l'expression d'un commandement de la raison à la volonté. C'est l'expression d'un commandement de la raison à la volonté. Je n'ai pas relu les fondements de la métaphysique des mœurs avant de venir, hein, donc je parle de mémoire. Hein. C'est l'expression d'un commandement de la raison à la volonté. C'est-à-dire la raison dit à la volonté, tu dois faire cela. Et Kant dit, il y a deux types d'impératifs, les impératifs hypothétiques d'une part et l'impératif catégorique de l'autre. Les impératifs hypothétiques d'une part et l'impératif catégorique de l'autre. Les impératifs hypothétiques se présentent de la manière suivante. Si tu fais telle chose, donc la raison dit à la volonté, euh, si tu optes pour faire telle chose, ça aura telle conséquence. Par exemple, si tu rends la chose que tu as empruntée, tu ne seras pas sanctionné. Si tu respectes le code de la route, on ne te retirera pas ton permis de conduire. Si tu ne trompes pas ta femme, tu n'encourras pas de réprobation sociale. À supposer que la femme ne veuille pas entreprendre une procédure en divorce, ça peut se poser dans le sens inverse. Hein. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme aussi. Hein. Mais à supposer que l'époux n'envisage pas d'entreprendre une procédure en divorce, tout au moins, ça peut être gênant d'avoir la réprobation sociale en disant vraiment quel salaud, etc. Bon, bref, voilà. Donc, alors là, ce sont des impératifs hypothétiques, c'est-à-dire qu'on agit d'une manière conforme au devoir en raison des conséquences qui s'y attachent, à savoir éviter une réprobation sociale, une réprobation morale
ou une sanction juridique. Et puis, à côté de ces impératifs hypothétiques, qui sont aussi nombreux qu'il y a des actions, il y a l'impératif catégorique. L'impératif catégorique, il est unique et il prescrit, c'est un impératif par lequel la raison prescrit à la volonté d'agir uniquement par respect pour la loi morale. Tu agis de telle façon parce que tu dois le faire et c'est tout. Tu rends un prêt parce que c'est ton devoir de le rendre et non pas parce que tu crains d'être privé de tes droits au prêt à la bibliothèque d'Assas ou parce que tu crains d'être poursuivi en justice au fin d'être condamné sous astreinte à la restitution du prêt ou subsidiairement à des dommages d'intérêt. Donc ça, c'est l'impératif catégorique. C'est un impératif qui prescrit à la volonté d'accomplir une action uniquement par respect pour la loi morale et pour rien d'autre. En fait, il y a plusieurs formulations de l'impératif catégorique, mais je passe là-dessus parce que ça va être trop compliqué. Il y a trois formulations de l'impératif catégorique dans les fondements de la métaphysique des mœurs, mais je sens que si je rentre là-dedans, ça va décrocher. Donc, je préfère rester dans l'approximation, même si c'est de l'approximation, je le reconnais. Donc maintenant, de l'impératif catégorique, Kant passe à l'autonomie de la volonté. Il y a un double passage dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Le passage de l'impératif catégorique à l'autonomie de la volonté et le passage de l'autonomie de la volonté à la liberté. Donc, premier passage, passage de l'impératif catégorique à l'autonomie de la volonté. Pourquoi ce passage est rendu nécessaire et inévitable en raison de l'impératif catégorique? Alors, ce que Kant explique, et c'est là qu'il pense que c'est sa grande nouveauté en matière de morale, et c'est vrai, c'est sa grande nouveauté en matière de morale, c'est sa grande innovation. C'est-à-dire que si la volonté est déterminée à agir par crainte d'une sanction civile, d'un châtiment ou d'une réprobation sociale, l'action n'est pas morale, on est bien d'accord. L'action n'est morale que si la volonté était déterminée à agir par seul respect pour la loi morale. C'est ce que Kant a dit. Alors vous me direz, mais alors, est-ce qu'on est bien sûr qu'il y a déjà eu une action morale dans le monde? Est-ce qu'on est bien sûr que quelqu'un a jamais agi par seul devoir? Réponse de Kant, ça n'est pas mon problème, ça. Moi, je suis en train d'expliquer euh, quel est le fondement de la morale, de la métaphysique des mœurs. Je ne me place pas sur le terrain empirique, qui est de savoir s'il y a déjà eu une action morale dans le monde. Peut-être n'y a-t-il eu jamais d'action morale dans le monde. Ce n'est pas la question. La question que je pose, c'est simplement à quelles conditions une action peut être regardée comme morale. Mais je ne dis pas que dans la réalité empirique, il n'y ait jamais eu une action morale. Je suis en train de fonder a priori, indépendamment de l'expérience, le principe de la moralité. Je ne m'intéresse pas à la manière dont ça se passe dans le monde empirique. Donc je forme peut-être une conception très exigeante de la morale, mais cette conception est la seule qui puisse faire qu'une action soit effectivement morale. Donc comment faire pour que la volonté soit déterminée à agir uniquement par respect pour la loi morale et pas par autre chose? Eh bien, dit Kant, il faut que la volonté soit autonome. C'est-à-dire que la volonté soit soumise à la loi morale, mais qu'elle soit en même temps législatrice. C'est ça l'autonomie de la volonté. L'autonomie de la volonté, ça veut dire que la volonté se donne à elle-même sa loi. Autonomie, c'est un verbe, c'est un substantif, pardon, qui est composé de deux mots grecs, nomos, qui veut dire loi, vous le savez tous, nomos, la loi en grec, vous le savez tous, je pense, et autos, qui est un prénom
un prénom, un pronom réflexif en grec, autos, ça veut dire soi-même. Hein. Automate, autosuffisance, autojustification et autonomie. Donc, autonomie, c'est le fait de se donner à soi-même sa loi. Effectivement, ce n'est que si la volonté est non seulement soumise à la loi, mais elle-même législatrice, qu'elle se donne à elle-même sa loi, que l'action sera morale. Parce que si la loi est imposée à la volonté de l'extérieur, si je puis dire, c'est-à-dire que si la volonté se conforme à la loi morale parce que cette loi morale lui est imposée du dehors par l'autorité religieuse ou l'autorité civile ou la société, alors la volonté, alors l'action n'est pas morale. La volonté était hétéronome, c'est-à-dire que la loi morale lui est prescrite par quelque chose d'autre. Donc, pour que l'action soit véritablement morale, il faut que la volonté soit autonome, c'est-à-dire qu'elle se donne à elle-même la loi à laquelle elle va se soumettre. C'est ça l'autonomie de la volonté, dont les juristes ont fait un écho un peu lointain en matière de droit des contrats en parlant d'autonomie de la volonté. Mais généralement, ils n'ont rien compris à ce que Kant voulait dire. L'autonomie de la volonté chez Kant, ce n'est pas un concept juridique, c'est un concept moral, exclusivement moral, je vais y revenir. Donc, l'autonomie de la volonté, c'est le principe unique de la moralité, dit Kant. Et c'est ça sa grande découverte en matière morale. C'est-à-dire que jusque-là, on pensait que la morale devait être imposée par la religion, hein, ou éventuellement par le pouvoir civil. Et donc, une action était morale parce que l'écriture sainte, parce que les autorités religieuses, ou parce que le pouvoir civil l'imposait. Et Kant dit non, une action n'est morale que si la volonté obéit à la loi qu'elle s'est elle-même posée. Donc l'impératif catégorique débouche fatalement sur l'autonomie de la volonté. L'impératif catégorique implique que la volonté soit autonome et réciproquement. Vous y êtes pour ce passage? Parce que ça, c'est dur. Hein, mais c'est fondamental. Hein, c'est très novateur. Quand on dit que Kant était un génie, on a raison, parce que personne n'a pensé à ça avant lui. Hein. Et c'est très vrai, en fait, ce qu'il dit. C'est une morale très exigeante, mais c'est très vrai. Combien de fois nous avons dit, ouais, 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 il joue au type bien parce qu'il a peur des sanctions, etc. On dit tous ça. Hein. Oui, il m'a rendu le code civil, mais c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Hein. Voilà. On dit tous ça. Et Kant met l'accent là-dessus, il dit ben, comment exprimer ça en philosophie. Hein. Et en philosophie, ça veut dire que l'impératif catégorique, c'est celui-là seul euh, qui prescrit une action véritablement morale. Et l'impératif catégorique suppose que la volonté soit autonome, qu'elle ne soit pas soumise seulement à la loi, mais originairement législatrice, qu'elle se soit donnée à elle-même la loi à laquelle elle se soumet. Maintenant, si la volonté est autonome, si elle se donne à elle-même sa loi, c'est la même chose que de dire que la volonté est libre. Oui, Le Rousseau était contemporain de Kant. oui. Ouais, il a un peu précédé, enfin, Kant, allez, Rousseau, oui. Et l'autonomie de la volonté chez Rousseau, elle n'avait pas le même aspect. Il n'y a pas le concept d'autonomie de la volonté chez Rousseau. Ça n'existe pas. Mais ce que Kant a retenu de Rousseau, c'est que il a retenu un certain nombre de choses de Rousseau. Euh, il a retenu notamment, mais ça nous entraînerait trop loin, que on ne peut pas tout connaître, que le sentiment moral est irréductible à la connaissance théorique. Ouais, l'autonomie de la volonté. À l'autonomie de la volonté, Rousseau ne parle nulle part de l'autonomie de la volonté. C'est une expression qu'il n'utilise pas. Si vous pensez au contrat social euh, et à la volonté générale, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a un embryon de la philosophie morale de Kant dans la philosophie politique de Rousseau. C'est-à-dire que Rousseau dit
qu'est-ce que c'est quel est le fondement de l'autorité politique? C'est que les gens n'obéissent, que les citoyens n'obéissent qu'à une seule loi, la loi qu'ils se sont eux-mêmes donnée. Euh, C'est-à-dire que Rousseau nous dit le contrat social. euh, Enfin, le début du contrat social, vous savez, vous connaissez tous, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Comment cela s'est-il produit? Je ne le sais pas. Qu'est-ce qui peut le justifier? Je crois pouvoir répondre à cette question. Et qu'est-ce qui peut le justifier? C'est qu'on ne soit soumis à la loi civile que parce qu'elle est l'expression de la volonté générale. C'est à ça que vous pensez, ou pas? Voilà. Mais ça, c'est de la philosophie politique, on est bien d'accord. Hein. Alors, il y a une philosophie politique chez Kant. La philosophie du droit, elle correspond à un volet politique. Parce que dans la philosophie du droit de Kant, dans ses premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, qui est l'ouvrage de philosophie du droit de Kant, sur lequel je vais revenir bientôt, il y a deux parties. Une qui s'intitule le droit privé et l'autre qui s'intitule le droit public. Le droit public, c'est la philosophie politique de Kant, hein, où il explique quel est le régime politique idéal qui doit prévaloir dans la réalité empirique. Hein. Et là, il reprend certaines des idées de Rousseau, mais pas toutes les idées de Rousseau. Mais il reprend l'idée de Rousseau que la loi doit être l'expression de la volonté générale. Il reprend cette idée-là. Ceci dit, ce n'est pas Rousseau qui a inventé ça, c'est Locke. Moi, je n'aime pas beaucoup Rousseau, hein, parce qu'on a souvent du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Hein. Le premier à avoir dit que ce qui légitime la loi, c'est que soit. Il n'a pas dit que c'est l'expression de la volonté générale, mais le premier à avoir dit que la loi est légitime parce que c'est les citoyens qui l'ont voulu, c'est Locke, en fait. C'est Locke. Hein. Et Rousseau n'a fait que reprendre ça en le transposant dans son propre système. Mais je ne suis pas un expert en philosophie politique ni en droit public. Et Rousseau, ça ne répond pas à vos questions. Je vois que faites la mine dont vous n'êtes pas. Mais si vous pensez, Rousseau a-t-il donné comme fondement à la morale l'autonomie de la volonté? Non. Pour Rousseau, ça se passe sur le terrain politique, c'est-à-dire qu'il dit que ce qui légitime le devoir des citoyens d'obéir à la loi civile, c'est le fait que cette loi civile est l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire qu'ils l'ont voulu, cette loi, par l'institution du contrat social. Donc je ne dis pas, je ne sais pas si chez Kant il y avait des réminiscences du contrat social de Rousseau lorsqu'il a écrit Les fondements de la métaphysique des mœurs, je n'en sais rien. Mais je pense que quand même la morale de Kant, c'est quelque chose de très novateur. Et que Rousseau n'est pas vraiment ainsi. Bon, il a une philosophie politique, mais euh, sa philosophie morale n'est pas vraiment systématique. Hein. Ce que Kant a retenu de Rousseau, encore une fois, c'est que le sentiment individuel est irréductible à la connaissance. Il a retenu ça de Kant parce que la critique de la raison pure, c'est un traité qui s'occupe des limites au pouvoir de la raison. Et ça, c'est une idée qu'il a puisée indirectement chez Rousseau. Qu'est-ce que je puis connaître? Was kann ich wissen? Il y a des choses que je ne peux pas connaître. Par exemple, dans l'Émile de Rousseau, ouvrage peut-être que vous avez lu au cours de vos études secondaires, il y a un passage très célèbre qui s'appelle la profession de foi du vicaire savoyard. La profession de foi du vicaire savoyard, dans laquelle Rousseau exprime sa foi en Dieu, mais exprime que cette foi en Dieu est irréductible à une quelconque raison, qu'on ne peut pas la démontrer par des raisons de connaissance de Dieu. C'est un sentiment intime. Et ça, c'est des choses que Kant a recueillies. Parce que pour Kant aussi, Dieu ne peut pas être prouvé. Hein. Mais il croit en Dieu, mais Dieu ne peut pas être prouvé. Et donc, ça, ce sont des choses qu'il a recueillies chez Rousseau, qu'il a transplantées avec son propre génie. Mais si on doit parler des rapports entre Kant et Rousseau, ça va nous entraîner très loin. Hein. Parce que Kant n'est pas Rousseau et Rousseau n'est pas Kant. Mais il y a eu des sources. Évidemment que Rousseau a eu une influence sur Kant. Ça, c'est indéniable. De même que la Révolution française a eu une influence sur Kant, parce que la seule fois où il s'est détourné de je vous l'ai dit, hein, la seule fois où il s'est détourné de son chemin habituel, vous savez, à Königsberg, qui s'appelle maintenant Kaliningrad, provisoirement, j'espère, euh, la seule fois où il s'est détourné de son chemin habituel, il s'est détourné deux fois de son chemin habituel.
hein. Et l'une des deux fois, c'était pour aller aux nouvelles de la Révolution française. Il était tellement impatient d'avoir des nouvelles de la Révolution française qu'il n'a pas pris sa trajectoire habituelle. Voilà. Donc, certainement, la Révolution française, Rousseau était un des inspirateurs de la Révolution française, mais ça n'est pas le seul, hein. Locke a beaucoup inspiré la Révolution française aussi, hein. Donc, tout ça, euh, encore qu'on ait nié, hein, l'inspiration de Rousseau sur la Révolution française. Il y a un auteur allemand célèbre, vous avez peut-être entendu parler si vous avez fait du droit public, Jelinek, a dit que Rousseau n'avait rien à voir avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, c'est discuté tout ça, hein. Donc, voilà comment, en tout cas si je reviens à Kant, l'autonomie de la volonté débouche sur la liberté. Parce que dire que la volonté se donne à elle-même sa loi, ça veut dire que la volonté est libre. C'est-à-dire que la volonté n'obéit pas à d'autres lois que celles qu'elle s'est données par la raison, et donc la volonté est libre. Voilà. Voilà comment on boucle les fondements de la métaphysique des mœurs. Alors maintenant, ce qui résulte de tout ça, c'est une chose importante si on revient à la philosophie du droit, c'est que pour Kant, à l'époque des fondements de la métaphysique des mœurs, le droit ne l'intéresse pas. Le droit ne l'intéresse pas. Parce que le droit, c'est bête. C'est-à-dire que, je vous reprends l'exemple du prêt euh, ou du dépôt. Il donne l'exemple du dépôt, en fait, dans son livre. Je restitue un dépôt parce que je me conforme à ce que la loi prescrit, mais pour Kant, ça vaut rien du point de vue de la moralité, ça. C'est-à-dire que Kant insiste sur une distinction importante qu'il formule dès les fondements de la métaphysique des mœurs et qu'il reprendra à plusieurs reprises dans un ouvrage postérieur au fondement de la métaphysique des mœurs, qui est la critique de la raison pratique. Après les fondements de la métaphysique des mœurs, il a écrit la critique de la raison pratique. Vous direz pourquoi a-t-il écrit la critique de la raison pratique alors qu'il avait déjà écrit la critique de la raison pure. Alors, je vais quand même répondre à la question, mais en simplifiant grossièrement. Ce que Kant a établi dans la critique de la raison pure, c'est ce que la raison peut prétendre légitimement connaître. D'accord? Et Kant a dit que ce que la raison théorique peut prétendre légitimement connaître, ce sont uniquement les phénomènes. On ne peut pas connaître au-delà des limites de l'expérience. On ne peut connaître que dans les limites de la possibilité de l'expérience. Grosso modo, c'est ce que la critique de la raison pure affirme. D'accord. Maintenant, les fondements de la métaphysique des mœurs, on dit l'impératif catégorique implique l'autonomie de la volonté, l'autonomie de la volonté implique la liberté. La liberté, ça n'existe pas dans l'expérience. La liberté n'est pas quelque chose que vous trouvez dans l'expérience. C'est un concept, dirait Kant, un concept transcendantal. Ce n'est pas un phénomène, c'est ce que Kant appelle un noumen, un concept de l'esprit. La liberté, vous pouvez la penser, mais vous ne pouvez pas la connaître. Vous n'allez pas me dire, je suis au cours de philosophie du droit parce que je suis libre de venir au cours de philosophie du droit. Ça n'est pas comme ça. Vous avez choisi la philosophie du droit parce que vous avez un certain nombre d'options qui vous étaient proposées et vous avez été déterminé par certaines inclinations à prendre la philosophie du droit. Et pourquoi vous aviez une option entre certaines matières? Parce qu'au départ, vous avez été déterminé à faire des études de droit. Donc, on ne peut jamais affirmer le libre arbitre empiriquement. On ne peut jamais affirmer que le libre arbitre existe. La liberté, c'est un concept que Kant appelle un concept nouménal. C'est-à-dire que dans la critique de la raison pure, Kant distingue les phénomènes, les choses qui nous apparaissent, et les noumènes, qui sont des choses en soi qui ne nous apparaissent pas. Or, Kant dit dans la critique de la raison pure, la raison théorique ne peut pas connaître les noumènes, elle ne peut connaître que les phénomènes. Donc après, Kant écrit les fondements de la métaphysique des mœurs, il dit, fondement de la métaphysique des mœurs, donc le principe, c'est l'autonomie de la volonté. L'autonomie de la volonté implique la liberté. Alors, il y a un problème. Parce que la liberté, Kant a bien dit que ça faisait partie des. C'est un noumen, c'est évidemment pas un phénomène. Et Kant a bien dit dans la critique de la raison pure qu'on ne peut pas connaître les noumens. Alors, comment établir une morale solidement alors qu'elle repose sur l'autonomie de la volonté et de la liberté, concept dont nous n'avons aucunement l'expérience? Voilà le problème qui se pose à Kant à la fin des fondements de la métaphysique des mœurs. Donc, il a écrit la critique de la raison pratique pour expliquer que dans le domaine de l'action, dans la raison pratique,
la raison pouvait aller au-delà des phénomènes. Vous voyez la virtuosité, hein? C'est-à-dire, il dit oui, la raison théorique, dans l'usage de son pouvoir de connaître, ne peut pas aller au-delà des phénomènes. C'est impossible. Je ne vous explique pas les raisons pour lesquelles il a dit ça, mais il a dit ça. Mais dans l'ordre pratique, dans l'ordre de l'action, dans le was soll ich tun, ce que je dois faire, alors oui, la raison peut aller au-delà des phénomènes. Et certainement, la raison ne peut pas connaître la liberté, puisqu'on ne peut connaître que les phénomènes, mais elle peut la penser. Elle peut même la penser comme réelle. Voilà ce que dit la critique de la raison pratique. Et voilà pourquoi la critique de la raison pratique a été rendue nécessaire. Elle a été rendue nécessaire à cause des fondements de la métaphysique des mœurs. Son système, c'est comme un mécano, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de pièces qui soient montées à l'envers. Donc, s'il a écrit la critique de la raison pratique, ce n'est pas par coquetterie intellectuelle, c'est parce que la critique de la raison pratique avait été rendue nécessaire par les fondements de la métaphysique des mœurs. Oui. La raison commande véritablement l'action. Dans le sens où la raison ne peut pas nous aller au-delà des phénomènes, là où l'action peut, selon Kant, aller au-delà des phénomènes. Je vais répondre d'une certaine façon. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question de façon adéquate, vous me le direz. Au début de la critique de la raison pratique, Kant dit la chose suivante. La loi morale, c'est un fait de la raison. La loi morale, c'est un fait de la raison. C'est-à-dire que elle se constate. Nous avons cette loi morale en nous. Nous avons tous, nous savons tous que nous devons rendre les prêts ou les dépôts. Nous savons tous que nous ne devons pas tromper notre femme. Nous savons tous que nous ne devons pas porter de faux témoignages. Donc il y a une loi morale qui est en nous, enracinée en nous. C'est un fait de la raison. Maintenant, ce qui fait la valeur d'une action morale, c'est que vous êtes libre de respecter cette loi morale ou pas. On est bien d'accord. C'est ce qu'on appelle en droit l'imputation morale. Ce que Kant appelle aussi d'ailleurs l'imputation morale. Hein. C'est-à-dire, si nous étions déterminés à suivre la loi morale et que nous ne pouvions pas faire autrement, notre action n'aurait aucun mérite. Ce qui compte et ce qui fait la valeur d'une action morale, c'est que nous sommes libres de l'accomplir ou pas. Kant donne un exemple très célèbre qui est l'exemple du faux témoignage. Si on vous dit de porter un faux témoignage contre quelqu'un et qu'on fait pression contre vous, en disant attention, si vous ne portez pas le faux témoignage, vous allez avoir des problèmes, etc. Hein, vous avez conscience en vous que vous pouvez ne pas le porter, ce faux témoignage. Peut-être vous allez quand même porter ce faux témoignage, mais vous savez que vous êtes libre de ne pas le porter intérieurement. Donc il y a une liberté de se soumettre ou non à la loi morale. Et c'est ça qui fait la valeur de l'action morale, c'est qu'on est libre de s'y soumettre ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi morale implique la liberté. Nous ne pouvons pas connaître la liberté, mais nous pouvons la penser comme réelle à partir de la loi morale qui est un fait de la raison. La loi morale nous conduit à la liberté, que nous ne pouvons pas connaître, certes, mais que nous pouvons penser comme réelle. Alors, Kant, alors, il y a un petit peu ça l'ouvre un petit peu quand même. Hein. Donc, Kant a avoué en latin ce qu'il n'a pas voulu avouer en allemand. C'est-à-dire, dans la préface à la critique de la raison pratique, il écrit la loi morale, non, la liberté est la ratio essendi de la loi morale. La liberté est la ratio essendi de la loi morale, c'est donc la raison d'être de la loi morale. Et la loi morale est la ratio cognoscendi de la liberté. La loi morale est la ratio cognoscendi de la liberté, c'est-à-dire qu'il a écrit en latin la liberté est la raison d'être de la loi morale, et la loi morale est la raison de la connaissance de la liberté. Il l'a écrit en latin, mais il n'a pas écrit en allemand. C'est dans une note de bas de page de la préface à la critique de la raison pratique. En allemand, il dit la liberté, on peut la penser, denken. Mais on ne peut pas la connaître, wissen. Ça n'est pas possible. Mais on peut la penser comme réelle et on doit la penser comme réelle en raison de la loi morale qui est un fait de la raison que nous avons en nous. Donc voilà pourquoi il y a eu la critique de la raison pratique. Alors maintenant, la critique de la raison pratique insiste à nouveau à plusieurs reprises, il y a plusieurs passages, sur la distinction nécessaire entre la moralité d'une action et la légalité d'une action. Et aussi bien dans les fondements de la métaphysique des mœurs que dans la critique de la raison pratique,
si Kant utilise le terme de l'égalité, l'égalité euh, de l'action, par opposition à la moralité d'une action, moralité, il en, il en est use pour déprécier la légalité d'une action, en disant la légalité d'une action, ce n'est pas ça le problème de la morale. La légalité d'une action ne signifie rien d'un point de vue moral. Donc, à ce stade de sa pensée, à l'époque, Critique de la raison pratique 1788, Kant ne laisse pas dans son système de place au droit, en fait. Parce qu'il n'envisage la légalité d'une action que pour la déprécier, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la moralité d'une action. Mais dans les dernières années de sa vie, Kant va évoluer. 1788, critique de la raison pure. Ensuite, il y aura la critique de la faculté de juger. Bon, ça n'a rien à voir avec le jugement, hein, c'est autre chose. La critique de la faculté de juger. Et ensuite intervient en 1794, je crois, l'exposé du système, hein, pour le moment dans les ouvrages propédeutiques, c'est-à-dire à part les fondements de la métaphysique des mœurs qui posent les fondements de la moralité, les autres ouvrages de Kant de l'époque sont des ouvrages propédeutiques. Critique de la raison pure, critique de la raison pratique. La critique de la raison pure, c'est les limites du pouvoir de connaître de la raison théorique. La critique de la raison pratique justifie que la raison, dans son usage pratique, puisse étendre ses pouvoirs au-delà de la connaissance et penser la liberté comme réelle. Ça, c'est la critique de la raison pratique. Alors, au prix d'une pirouette, hein, je vous l'ai expliqué. Hein. Je crois que c'est Heinrich Heine qui a dit, en parlant de la critique de la raison pure et de la critique de la raison pratique, après le chef-d'œuvre, la farce. C'était un peu sévère, mais bon, ça voulait dire, il nous a bien roulé dans la farine quand même. Bon, et il avait dit qu'on ne pouvait pas connaître au-delà des phénomènes, et après, il sort la critique de la raison pratique, et il franchit les bandes qu'il avait lui-même assignées à la raison. Bon, après le chef-d'œuvre, la farce. Bon, c'était sévère comme jugement. C'est la critique de la raison pratique est quand même un ouvrage très profond. Mais toujours est-il qu'il se produit une évolution dans la pensée de Kant après la critique de la raison pratique qui l'amène à considérer qu'il doit faire sa place dans son système au droit. C'est-à-dire que nous sommes à un stade de la pensée de Kant où il a terminé, il a achevé ses ouvrages propédeutiques, ses ouvrages critiques. On appelle la philosophie de Kant critique parce qu'elle commence par une critique de la raison, d'accord? Donc, il y a la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la critique de la faculté de juger. Bon, Kant a déjà plus de 70 ans, il se dit, il serait peut-être temps de passer à l'exposé du système quand même. Il ne me reste plus tellement de temps, donc je vais me dépêcher. Hein. Et il commence l'exposé dans son système. Donc, il y a deux parties, la philosophie de la nature, la métaphysique de la nature, plutôt, et la métaphysique des mœurs. Laissons de côté la métaphysique de la nature et parlons de la métaphysique des mœurs, c'est-à-dire de la morale au sens large du terme. 1794 paraît la première partie de la métaphysique des mœurs qui s'intitule Premier principe métaphysique de la doctrine du droit. Les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit sont le premier volet de la métaphysique des mœurs. 1795 paraît le second volet, premier principe métaphysique de la doctrine de la vertu. Donc on a les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit et les premiers principes métaphysiques de la doctrine de la vertu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le plan des œuvres de Kant, dans son ouvrage systématique, apparaît une distinction formelle, pour la première fois on peut le dire, dans l'histoire de la philosophie, avec une distinction entre la morale stricto sensu, c'est-à-dire la vertu, et le droit. Alors pourquoi a-t-il été amené à formuler, à exposer une philosophie du droit? Alors la réponse, elle se trouve dans un autre aspect de la philosophie de Kant, qui est sa philosophie de l'histoire. Parce que Kant a également développé une philosophie d'histoire, il s'est intéressé à tous les champs du savoir. Et ce qui tracasse Kant dans la philosophie de l'histoire, c'est de savoir si l'humanité est en progrès ou pas.
Je vous rappelle que c'est les derniers philosophes de la Aufklärung, de la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières, c'est la croyance dans le progrès, dans les connaissances, dans le progrès moral, etc. Mais ça marche, ça ne s'accommode pas très bien du pessimisme kantien. Kant est un philosophe pessimiste. Mais il ne veut pas que le pessimisme débouche sur le désespoir. Dans les trois questions fondamentales que le canon de la raison pure posait, il y avait Was kann ich wissen? Qu'est-ce que je peux y savoir? Was soll ich tun? Qu'est-ce que je dois faire? Et la dernière question, c'est que puis-je espérer? Was darf ich hoffen? Alors attention, hein, dürfen en allemand, pour ceux qui ont déjà fait l'allemand, vous savez que ce n'est pas comme können. Können, ça veut dire pouvoir au sens possibilité physique. Dürfen, ça veut dire pouvoir au sens d'avoir le droit de pouvoir. Hein. Vous pouvez fumer. Alors, à ce moment-là, on va dire dürfen. Hein. Est-ce que vous pouvez fumer dans le hall d'Assas? Je crois que c'est même plus permis d'ailleurs, mais enfin, à une époque, c'était permis. Est-ce que vous pouvez fumer sur le parvis de Assas? Là, c'est dürfen qu'on utilise. C'est pas können. Können, c'est pouvoir physiquement, hein, pas d'empêchement physique. Dürfen, c'est pouvoir, ça renvoie à Gesetz, en fait, à loi, à dürfen. Donc, si j'ai déterminé ce que je puis connaître, et si je sais ce que je dois faire, que puis-je espérer? Parce qu'il faut bien que j'espère quelque chose. Parce que si la morale me prescrit d'agir moralement, mais que ça débouche sur rien, ben, ça tue la morale, quoi. Je suis désespéré. C'est le désespoir. Donc il faut bien qu'il y ait un espoir. Mais comme on l'a vu, la morale de Kant est très exigeante. C'est-à-dire l'action morale, c'est l'action accomplie par devoir. Là, le chemin, il va être long. Hein. Peut-être aucune action morale n'a jamais été accomplie par le monde. Donc, le point de vue de Kant à l'époque des fondements de la métaphysique des mœurs et de la critique de la raison pratique, c'était la légalité d'une action, c'est ben, je ne veux pas en entendre parler. Mais quand il a développé sa philosophie de l'histoire, il s'est posé la question de savoir s'il y avait un progrès humain. Il s'est dit qu'il y a quand même une voie vers le progrès humain qui permet d'espérer. Il y a une espérance dans le progrès humain et ça passe par l'avènement d'une société de droit. Voilà ce qu'il a dégagé. C'est-à-dire qu'il a dit, effectivement, on ne peut pas espérer, il écrivait évidemment avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Shoah ou avant la guerre en Ukraine, hein, on est bien d'accord. Donc il n'avait pas conscience de ce qui a pu se passer ultérieurement. Peut-être qu'il aurait ravisé son point de vue et qu'il n'aurait plus eu d'espérance dans le progrès humain s'il avait été le témoin de ce qui s'est passé depuis. Hein. Mais à l'époque, il est quand même, bien un philosophe pessimiste, c'est quand même un philosophe des Lumières. Donc il pense qu'il y a un espoir dans le progrès humain. Il y a pas, ça n'est pas démontré que l'humanité progresse, mais il y a un espoir. Et pour que cet espoir, nous devons contribuer à le réaliser. Et pour que nous œuvrions à la réalisation de ces espoirs, il faut passer par l'avènement d'une société de droit, à la fois à l'intérieur des États et dans les relations internationales. Vous connaissez tous l'opuscule de Kant qui s'appelle Vers la paix perpétuelle. Vous avez tous entendu parler de cet opuscule. Vers la paix perpétuelle, c'est un traité de paix qui doit instaurer la paix entre tous les États. Et ça passe par un règne du droit. C'est-à-dire quand on dit effectivement la légalité d'une action, ça n'est pas un progrès moral, mais c'est déjà quelque chose quand même. Si les gens arrêtent de s'entretuer et s'ils substituent aux rapports de violence des rapports de droit, c'est déjà un progrès. Certainement, ce n'est pas l'avènement de la moralité, mais c'est déjà un espoir qui nous met sur le chemin d'un règne moral. Et donc, c'est avec sa philosophie de l'histoire dans laquelle il affirme qu'il y a un dessein caché de la nature qui nous amène à une espérance dans le progrès. C'est la nature se sert de nous pour servir ses desseins. Elle se sert de nous pour ses desseins. Elle nous pousse à espérer. Hein. Et nous devons suivre ce dessein de la nature
en nous donnant les moyens d'espérer. Comment pouvons-nous donner les moyens d'espérer en un progrès humain? En substituant au rapport de violence, de fraude, à la guerre de tous contre tous que Hobbes décrivait, dans les relations internationales comme de les relations internes aux États, un règne de droit au règne de la violence, de la ruse et de la force. Voilà. Et donc, à partir du moment où Kant a ainsi développé sa philosophie d'histoire, il est arrivé à la conclusion que le droit ne méritait pas d'être méprisé, mais qu'il fallait faire une place dans son système philosophique pour le droit qui méritait d'être respecté en lui-même, bien que une action conforme au droit, une action légale, ne soit pas une action morale. Et que donc ce qui est moral n'est pas légal. Il y a une séparation radicale entre la morale et le droit, mais le droit est un chemin dans le progrès de l'humanité. Et le droit, à ce titre, mérite d'être défendu en lui-même. Donc la métaphysique des mœurs comporte deux volets, les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit et les premiers principes métaphysiques de la doctrine de la vertu. Il y a donc une séparation de la morale et du droit, mais ils sont enveloppés dans le même système. Et le droit se trouve ainsi réhabilité par Kant au soir de sa vie, parce que, à la faveur d'une réflexion particulièrement profonde sur l'histoire, il a été amené à la conclusion qu'il fallait faire sa place au droit pour que la question que m'est-il permis d'espérer ne débouche pas sur une réponse négative et donc sur le désespoir. Voilà. Alors, ce que disent les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit pour distinguer le droit de la morale, on y reviendra au début de l'heure suivante, lundi prochain. Et pour aujourd'hui, on s'arrête. Merci de votre patience. À lundi. Ça va, c'est à peu près clair. Franchement, j'ai super simplifié. Hein. Laisse tomber. Hein. La critique de la raison pure, j'ai vraiment escamoté parce que je sens que si je rentre vraiment dans le détail, vous allez canner. Quoi. Donc, je vous ai présenté ça de façon un peu vulgarisante, si je puis dire.